Après donc cette formidable remontée dans l'histoire au fondement de notre démocratie avec cet acte fondateur de notre démocratie qu'est la conférence nationale avec aux commandes Abia Toumarou dans le premier panel et puis après ce parcours du bilan critique où on a atterri aujourd'hui sur le bilan qu'on peut faire de ce processus démocratique avec Mesmin Adissou et ses invités et si on parlait d'avenir, des perspectives de consolidation de notre démocratie. C'est à l'aune du bilan qu'on vient de faire, vous l'avez suivi, qui n'est pas forcément glorieux par plein d'endroits par rapport aux acquis de notre démocratie. Eh bien, les perspectives ont déjà été dessinées par le candidat Patrice Talon quand il était en campagne devenu président et qui a enfourché aussitôt après son élection le projet de révision constitutionnelle. Avant lui, il y a eu bien des tentatives pour consolider notre démocratie en revisitant notre constitution. Eh bien, au chantier de la révision constitutionnelle, il y a des points qui ont été sacralisés, sanctuarisés, comme la question du mandat présidentiel. Le président Talon a décidé de revisiter ce point sacré. Cela n'a pas suscité que de l'adhésion. S'il n'y a pas eu des critiques, il y a eu quand même quelques hostilités, même si cela n'a pas été exprimé bien souvent de manière très ouverte, mais sous cap, sous le mot de la discrétion. Ce plateau va se faire l'honneur de revisiter ce chantier de révision constitutionnelle à travers sa pertinence au regard du bilan critique, son mode opératoire et son contenu. Mais il y a aussi également un chantier politique de révision de la Constitution qui aborde un point non moins important, qui est le point concernant la révision du système partisan qui touche un autre point sacré, le multipartisme intégral que tous les députés ont acclamé à la conférence nationale, tant la sortie de l'endiguement univoque de la période révolutionnaire était forte et imprégnait les esprits. C'est avec un plateau renouvelé, avec des personnalités qui ont pour spécialité, la matière juridique, il représente, vous allez le constater dans un instant, la fine fleur, puisqu'on parle d'avenir et de perspectives d'avenir, il représente parmi la fine fleur de la jeunesse pensante du Bénin. Commençons par présenter Maître Orunla Alain. Bonjour et merci d'avoir accepté de venir partager avec nous votre regard sur ce qui est en train de s'entrevoir comme la révision d'un certain nombre de points sacrés de notre Constitution. Merci pour l'invitation. Je tâcherai d'être à la hauteur. À côté de Maître Orunla Alain, Maître Luc Martin Rounkari, juriste observateur politique lui aussi, qui a eu à officier un certain nombre de propositions très originales à la limite de la provocation justement sur notre système partisan. C'est intéressant de l'avoir pour partager avec lui et croiser le verbe, son regard avec les autres participants à ce plateau. Merci d'avoir accepté de partager vos lumières avec nous. Merci beaucoup et merci encore une fois de nous avoir associés à cette rencontre. En face de Maître Luc Martin Rounkari, un autre juriste très truculent dans l'actualité médiatique également, qui intervient non seulement sur l'actualité constitutionnelle, mais également très présent, il a été très prolixe sur la question de révision de la fiscalité. On ne va pas parler forcément de ça, même lorsque la question de l'option libérale, choisie également à la conférence nationale, peut être revisitée. On en parlera éventuellement. Merci beaucoup, Serge Prince Agoudjan. Merci de m'avoir invité. Je salue le plateau, je salue quelques aînés qui sont sur le plateau avec nous. Et puis, parlant d'aînés, vous avez un puné, plus jeune que vous, mais sa jeunesse ne trahit certainement, peut-être pas encore, on va le vérifier, on va tâter ça tout à l'heure. L'expertise qu'il porte du haut de sa jeunesse, il est enseignant de droit public, mais constitutionnaliste également à l'université, dans l'une de nos universités, notamment l'université d'Abomey-Calavi, mais pas seulement, il officie également en France. Oui, à Sciences Po Paris, à l'université de Reims. Très bien, puisqu'il porte ici avec ses alter ego le regard de la jeunesse, il serait intéressant après qu'on ait beaucoup entendu les vétérans de la matière, qu'on entende également la voix de la jeunesse. Tout de suite, pour planter le décor, comme on le dit ordinairement, on va revisiter les grandes conclusions du rapport de la commission Djogbenou à qui a été confiée l'élaboration de projets de révision constitutionnelle par le chef de l'État. On revisite ces grandes conclusions et on en débat. Un événement exceptionnel, moment de grande mobilisation. La cérémonie qui a mis en branle le dispositif protocolaire ce mardi au Palais de la Marina n'a pas échappé à cette tradition. Élu du peuple, membre du corps diplomatique,
hauts gradés de l'armée. Ils étaient tous là pour marquer d'un sceau solennel cette cérémonie consacrée à la remise au chef de l'État du rapport de la commission chargée des réformes politiques et institutionnelles. Après 45 jours d'une mission laborieuse, les 35 membres de la commission ont achevé leurs travaux avec la rédaction d'un rapport général de 65 pages. Nous avons travaillé un mois durant à traduire dans un rapport notre avis au sujet des propositions que vous avez faites. Monsieur le Président de la République, je puis vous dire que les débats ont été vifs, que les débats ont été nourris, mais que sur l'essentiel, nous sommes parvenus à un consensus. Je voudrais vous dire que la méthode que nous avons appliquée est une méthode ouverte, tout aussi participative. Dans ces grandes lignes, le document remis au chef de l'État comporte des réponses techniques aux questions essentielles comme le mandat présidentiel, le système partisan ou encore l'équilibre des pouvoirs entre les institutions de la République. Dans un rapport pour le moins fécond, le professeur Joël Aïvo a décliné à l'assistance le viatique nécessaire au toilettage de la loi fondamentale. Nous n'avons pas reçu mandat pour rédiger et proposer à notre pays une nouvelle constitution. Dans le fond, maintenant, la Commission était appelée à répondre à 3 questions précises. D'abord, celle de savoir comment et par quels moyens il est possible de rétablir l'équilibre positif et constructif des pouvoirs. Ensuite, par quelles mesures peut-on davantage renforcer l'indépendance de la justice? Et enfin, dernier axe de travail, sur quel levier agir pour renforcer le système partisan béninois et stabiliser le code électoral? Dans les approches qu'elle propose, la Commission a voulu être la plus pragmatique possible. Ce rapport, en conséquence, dresse une liste de propositions concrètes. Les propositions qui sont ici recensées sont celles qui ont rencontré l'adhésion de tous les membres de la Commission. Elles sont, comme on le remarquera à la lecture du rapport, pour certaines précises et tranchées, et pour d'autres, elles sont mesurées et ouvertes. En recevant le dit rapport, le chef de l'État promit tout mettre en œuvre pour la mise en route du processus devant conduire à une loi référendaire. Et j'ai la conviction que le contenu de ce rapport va nous ouvrir définitivement les chemins d'un nouveau départ politique. C'est vrai, notre pays a donné les preuves de sa maturité politique et démocratique. Vous avez dit tantôt que notre modèle politique est un label. Je dirais, il est standard, mais il est bon. Mais il n'est pas parfait. Désormais, la balle est dans mon camp. Je la jouerai avec détermination, avec foi. Et avec mes collaborateurs, nous allons nous efforcer assez rapidement d'examiner en détail le contenu de ce rapport pour sortir le projet de révision de notre Constitution, ce que nous allons soumettre au Parlement dans les meilleurs délais. C'est dans un climat de pleine satisfaction que s'est refermée cette cérémonie qui ouvre la voie à de nouvelles perspectives en termes de réformes politiques et institutionnelles. Voilà donc, chers invités, pour l'agenda du projet de révision constitutionnelle présidentielle du nouveau président, label démocratique, la vitrine démocratique du Bénin, modèle bon, mais perfectible. Est-ce que c'est votre avis, Maître Alain Oronla, à l'aune des projets inscrits à l'agenda de la révision constitutionnelle? Est-ce que c'est assez pertinent à vos yeux? Merci, Osias. Ces ambitions manquent de pertinence parce qu'elles ne reposent pas sur un constat objectif, mais que tout est dans le subjectif. Parce que les révisions sont justifiées par les excès constatés, par exemple sous le président Yahya Boni, ce n'est pas un motif de réforme. Et on parle d'insuffisance alors que, de mon point de vue, on n'a jamais véritablement appliqué. Vous noterez, bien que nous ne soyons pas encore en possession du projet de révision,
que dans le rapport de la commission Djogbenou, il est fortement question de remise en cause des acquis de la conférence historique des forces vives de la nation, tout simplement. Quand je regarde par exemple la question du mandat unique, je crois que c'est une atteinte flagrante à ces acquis démocratiques. Et pour quelle raison? Permettez-moi de nuancer le bilan qui a été fait par les prestigieux panels qui nous ont précédés et qui étaient constitués des acteurs plus ou moins engagés, impliqués dans cette conférence, donc qui manquent d'objectivité, parce qu'ils ne peuvent pas critiquer ce qui a été fait. Moi, je trouve que... Mais dont certains n'étaient pas dénués de la science constitutionnelle. Non, non, bien sûr, non, non. La science est toujours là, l'expertise est toujours là. Mais c'est l'objectivité qui peut faire défaut. C'est vrai, moi j'ai vécu cette conférence de loin, j'étais étudiant à Reims, là où mon vis-à-vis est aujourd'hui enseignant, dans une certaine euphorie, mais une euphorie qui s'est arrêtée dès les conclusions. Parce que je trouve que cette conférence a été un malentendu, même si elle fut historique et inédite. Un malentendu parce que les conclusions et résolutions fondamentales ont déjà été détournées. Il était question que le consensus soit fait sur un Premier ministre qui ne devrait pas être candidat, mais c'est ce Premier ministre qui est devenu président de la République. Je me tiens à cet exemple. Le deuxième, c'est que le président Kérékou, qui était très en difficulté et dont on a pensé voter contre lui une motion d'institution, est quand même arrivé au second tour de l'élection qui a suivi, ce qui était une aberration par rapport au contexte qui était décrié. Et certaines mauvaises langues disent que c'était même lui l'élu et qu'on a forcé le passage pour que le président Nicéphore Soglo fût maintenu. La belle preuve en est que le président Kérékou, que beaucoup d'entre nous n'ont pas connu, mais que moi j'ai connu un tout petit peu puisque je suis un enfant de la Révolution, est revenu quand même pour 2 mandats. J'ai bien peur que vous n'en soyez resté nostalgique. Écoutez, quand vous confessez votre l'évolution des choses rend parfois sympathique cette période qui en principe devait être sombre. La preuve, c'est que cette nostalgie a été partagée par les artisans de la conférence. Je veux parler par exemple du respecté professeur Thévoïgré, qui a œuvré pour que le président Kérékou fût de retour après une expérience avec le président Soglo. Donc c'est vous dire que le goût d'inachevé était déjà là. L'argent est devenu roi, la démocratie est devenue fricocratie, malentendu parce que les Béninois et nos prédécesseurs, nos aînés, n'ont jamais voulu appliquer les résolutions de cette conférence nationale. La belle preuve, c'est que le symbole même, l'hôtel PLM Alédio, a été laissé à l'abandon. Ce n'est pas en 2016 que l'hôtel était arrivé dans cet état. Il était déjà comme ça il y a bien longtemps. C'est vous dire la désinvolture. Donc, je considère... Mais vous m'excuserez par rapport à la remise en cause même des fondements de la conférence nationale, acte fondateur de notre démocratie. Quand vous la ravalez, cette conférence, à un gros malentendu, c'est comme si vous remettiez en cause la pertinence même de ce grand regroupement historique. Absolument pas, absolument pas. L'idée était très bonne et c'était un tournant décisif. Mais ça n'a pas été appliqué. Aujourd'hui, on célèbre 27 ans. Donc le malentendu, il faut bien préciser les choses. C'est dans la mise en œuvre et dans la loyauté à appliquer ces résolutions. C'est ça le malentendu. Et ce malentendu peut trouver, par exemple, une illustration dans le sort qui a été fait à ce haut lieu qui aurait pu être historique, qui aurait dû être historique, l'hôtel PLM Alédio. Moi, je pense qu'on a mis les résolutions de cette conférence, on les a traitées comme on a traité le site qui les a abrités. Donc aujourd'hui... Vous pensez qu'il a manqué une résolution aux différents actes Il a manqué la bonne foi. L'érection de ce haut lieu d'histoire et de tourisme mémoriel comme un patrimoine national préservé, ainsi que nous a exhorté Akindes Adekpeju il y a un instant. Exactement, c'est-à-dire que ça a été délaissé. Aussitôt voté, ça a été délaissé et on a fait semblant d'appliquer. Et donc, dans ces conditions, on ne peut pas poser les bases d'une révision sans intégrer cette réalité. Donc, pour aller plus vite, moi je crois qu'il s'agit plus de restaurer l'esprit de cette conférence qui a certes des aspects à parfaire et à refaire, mais on doit être plus dans la restauration que dans la remise en cause. Et c'est ce qui me paraît être, c'est ce qu'on est en train de faire. Une réforme, ça se discute,
il y a un consensus, on consulte et on prend le temps, c'est-à-dire un peu quand même, plus de 5 ans, pour asseoir les bases des conditions dans lesquelles nous aimerions vivre ensemble. Merci pour ces prémices à ce débat ouvert sur la révision constitutionnelle portant sur un certain nombre de points sacralisés jusque-là dans la Constitution. Est-ce que vous partagez un peu ce regard, à la limite accusatoire, de Maître Alain Oronla sur la pertinence de la démarche de révision constitutionnelle des bases de notre Constitution? On a cru comprendre que c'est pour aller dans le sens d'une consolidation. Il pense que Némi, il fallait juste aller vers une réhabilitation plus forte de notre Constitution. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant tout propos, vous me permettrez d'avoir une pensée pour tous ces compatriotes qui ont participé à la conférence, qui nous a accordé un peu ce renouveau et qui ne sont plus parmi nous, et remercier les pairs rédacteurs de notre Constitution. Je crois que la question que vous me posez, pour y répondre, il faut faire un petit pas en arrière. Le président de la République, à l'époque, le président Mathieu Kérékou, à l'ouverture, avait déjà dit qu'il faut que toutes les forces politiques de toutes les catégories sociales aussi se mettent ensemble et que sans consensus, il ne peut pas avoir construction de ce pays. Dans la durabilité. Il a dit. Je crois que c'était la ligne directrice. Ensuite, dès après la conférence, le consensus a été brisé. Je ne reviendrai pas là-dessus puisque nous avons suivi comment cela s'est passé entre le premier gouvernement, qui est le gouvernement du président Soglo, et l'opposition d'alors. Le pays n'a plus jamais vécu une telle effervescence démocratique, avec une assemblée suffisamment intelligente. Passons sur la question du consensus. À quoi faites-vous précisément allusion? Le défaut de consensus qui a suivi la conférence nationale. Parce qu'on est fâché contre quelqu'un, on se rabat sur un autre. C'est pour vous dire que dès le départ, il n'y avait pas eu réellement cette volonté de faire de la démocratie. On a fait quelque chose qu'il n'y a pas les partis politiques pour jouer pleinement leur rôle. Que la société civile n'est pas totalement dans sa forme pour faire la pression qu'il faut. Que les institutions de contre-pouvoir sont affaiblies. On a parlé de l'Assemblée tout à l'heure ici. Mais le boulevard est ouvert. Serge Prince Aboudian, ce qu'on entend jusque-là, c'est un réquisitoire à la limite sans règle, voilà, sans appel, contre, la pertinence du projet de révision, y compris sur le bilan des acquis démocratiques. Je crois que c'est là où peut-être moi je surprendrai d'habitude. Lorsque j'écoutais Maître Oronla, c'est ça, je me demandais si on était, avant la conférence, on était tous au Bénin. Et justement, il y a eu la réponse parce qu'il n'était pas ici. Il n'était pas au Bénin. Avant la conférence nationale, on te prenait, tu disparaissais. On n'avait aucune possibilité de dire où tu es. Autarcie, répression. Deuxième, avant la conférence nationale, on ne pouvait pas opiner comme ça. Ce n'était pas possible. Mes doyens nous l'avons en ont témoigné il y a un instant. Avant la conférence nationale, le citoyen n'avait aucune possibilité de faire des procédures parce que le système judiciaire était dans la main du pouvoir politique. Et donc, lorsque moi, je vis ça, et qu'après la conférence nationale, on me donne la possibilité de m'exprimer, on me donne la possibilité de dire qu'on ne peut pas me garder dans un commissariat, je dis bien dans un commissariat, plus de 8 jours, et qu'on ne peut plus avoir des exilés politiques, et que je peux parler, et qu'il y ait des radios, qu'il y ait des journaux. Je me dis, mais pour moi, c'est fondamental.
Et donc, vous ne pouvez pas je minorer ne les peux acquis, ces jamais acquis. avoir ce qui s'est passé à la conférence, et en tout cas l'étape avant la conférence. Et aujourd'hui, je ne peux pas imaginer. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une conférence nationale. Donc, je fais mienne qui a eu, et c'est normal, puisqu'on parle de constitution, on parle d'un pays, on parle d'un État, il faut la pratique. Et c'est pour ça que vous avez des parlements. Les parlements sont là pour corriger au fur et à mesure qu'on avance. Et vous constatez, à travers notre constitution, 153, 154, 155, je parle des articles, la possibilité de réviser pour corriger. Parce que la Constitution elle-même a prévu le mécanisme de sa propre voyez révision. le fondement même de notre Constitution, vous aurez la réponse. Cette Constitution a donné une réponse à la situation dans laquelle on vivait. C'est fondamental. Et n'oubliez pas, la conférence nationale, ça n'a pas duré un an, ça n'a pas duré 6 mois, ça a duré quelques jours pour préciser un certain nombre d'éléments. Et vous verrez dans notre Constitution que son fondement, c'est la personne humaine qui devient au Bénin sacrée. Sacrée. Et donc, à partir de ce moment, vous avez des institutions, vous avez un certain nombre de fonctionnements. Hélas, en évoluant, et comme c'est des hommes, il peut y avoir des dérèglements. C'est ce que moi j'appelle des dérèglements. Et ces dérèglements doivent faire l'objet de corrections. Est-ce que ces dérèglements... Oui, d'où les types de révision. Ce qui gêne personnellement dans la démarche actuelle, on sent une certaine opacité. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se passe dans le monde entier, où une révision constitutionnelle a un chronogramme, a une visibilité pour permettre à tout le monde d'opiner, nous avons comme l'impression que dans la démarche actuelle, il y a une forme d'opacité. Je donne quelques exemples pour le dire. C'est le débat que vous jugez peut-être nécessaire, préalable. Je vous donne un exemple. Depuis le 28 juin, je crois, la commission Diogbenou a rendu son rapport. Mais aujourd'hui, le rapport n'est pas public. Normalement, ce rapport doit être public parce que moi, par des recherches, j'ai pu retrouver le rapport. Et j'ai vu qu'en dehors des grandes conclusions, il y a beaucoup d'éléments, il y a plus de 18 annexes dans ce rapport-là, qui permettaient de faire un diagnostic précis de la situation, de donner des réponses à des questions que le peuple se pose. Vous avez par exemple la question de l'impunité qui reviendra. Mais il y a des réponses précises qui n'ont pas été indiquées devant le peuple. On aurait dû mettre ce rapport-là à la disposition, opiner là-dessus pour corriger. Justement. Parce que forcément, il y a des réponses qu'il faut améliorer. Donc, en clair, cette volonté de ne pas sortir le rapport, vous voyez, de ne pas discuter sur les positions. Quelles que soient les bonnes intentions. Oui, ça pose un problème. Donc, je pense qu'une réforme constitutionnelle, quelles que soient les hypothèses ou les schémas ou les positions qu'on donne, ça nécessite toujours un débat. Et vous aurez toujours, et nous l'avons connu en 90, des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre, mais finalement, le peuple décide et on va dans l'option que la majorité du peuple aurait souhaité. Je vais demander à Darius Degoué, le jeune constitutionnaliste, qui a un regard comparatif des deux univers politiques français et puis béninois. Comment vous voyez tous ces débats qui entourent la pertinence du projet de révision tel que décliné en ces grandes conclusions? Merci, Odias. Je me permettrai de revenir d'abord en prélude à des choses que j'ai entendues ça et là de nos illustres aînés, prédécesseurs. Non pas par corporatisme, mais je pense avoir un minimum d'objectivité, au moins à double point de vue, parce que je suis né sur les décombres du PRPB, donc on ne peut pas m'accuser de présupposer par rapport aux acquis de la conférence, parce que je suis né dans la foulée de la conférence. Bon. On ne peut pas, me semble, considérer à 27 ans, qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du vin. Je dirais, la Constitution n'est plus un enfant, elle est adulte. Et il faut rendre hommage à l'œuvre des pères fondateurs, parce que la Constitution de 90 réussit là où tous ses prédécesseurs ont échoué. Je disais hier aux étudiants qu'avant 90, la durée moyenne d'une constitution, c'était 3 ans. Le régime le plus long, c'était 13 ans, 77-90.
On a une constitution qui est en vigueur depuis 27 ans. Donc le régime est plus long. Bon. Il faut certainement apporter des correctifs. C'est sur ce point que je vais donner un avis juridique. Il me semble qu'il y a une forme d'erreur à considérer qu'une révision de la Constitution n'a pas une forte dimension politique. Si, il y a une forte dimension politique. La révision de la Constitution, c'est un discours politique qui est emparé par du droit. Ça se passe ici dans tous les pays. Nicolas Sarkozy, en 2008, a voulu la QPC, il a fait une révision constitutionnelle. François Hollande a renoncé, il voulait la décharge de nationalité, il a pensé une révision constitutionnelle. Donc c'est normal que dans une révision constitutionnelle, il y ait un projet présidentiel, un président de la République, qui a un avis sur les institutions. C'est normal, il a été élu. Vous n'y voyez nullement une démarche d'égo, de aucun inconvénient. Ça se passe comme ça partout, puisque l'initiative de la révision est confiée à des autorités qui, organiquement, sont politiques. Qui prend l'initiative de la révision? C'est le président de la République ou ce sont les députés, donc ce sont des autorités politiques. Très bien, vous légitimez la démarche, mais maintenant le contenu. Ensuite, sur le contenu. Alors, moi, je considère, même si je n'ai pas lu de fond en comble le rapport, je dois d'abord dire que la composition du comité me laisse penser qu'on a choisi des personnes tout à fait qualifiées pour faire ce travail. Bon, incontestablement. Il y a plusieurs professeurs de droit, il y a des acteurs de la société civile, il y a des juristes, donc la composition me semble très bien. Vous avez été oublié, mettre Alain Oron là aussi. Non, mais on ne peut pas y mettre tout le monde. Il y avait un effectif restreint. Un peu. Le plateau était devenu hyper sérieux. Bien sûr. Ensuite, sur le contenu, j'ai entendu 2-3 propositions ici et là. Je ne suis pas sûr que ce soit, j'ai mis mon avis d'enseignant-chercheur, ce ne soit pas la priorité des institutions béninoises. Par exemple, revenons sur la question du mandat unique du président de la République. Il me semble que ça pose un vrai problème juridique. Voilà. Dans notre régime présidentiel, enfin on qualifiera comme on veut, semi-présidentiel, même si je ne crois pas trop à cette dernière classification, le président est irresponsable politiquement. Notre président béninois est irresponsable politiquement. La possibilité de se faire destituer en cas de manquement au devoir de sa charge n'est pas une responsabilité politique. Et on sait que c'est un mécanisme en trompe-l'œil qui ne fonctionne pas. Donc la véritable hypothèse, possibilité pour un président, après avoir gouverné, de rendre compte de l'exercice de sa mission et de retourner devant les citoyens, solliciter le suffrage et se faire battre. Là, il y aurait eu une sanction politique. Mais lorsqu'on installe une personne pendant 7 ans, et on sait qu'elle ne se représentera jamais au suffrage des citoyens, elle sait qu'elle ne rendra jamais compte de ce qu'elle a fait, cette personne-là. Est-ce qu'au subsidiaire, vous pensez que cette révision, si elle était adoptée, aurait suffisamment de crédibilité si elle était accompagnée d'une autre révision sur la question de la corruption et donc de la reddition de comptes qui pourrait responsabiliser justement le chef de l'État et donc ne pas lui laisser la latitude de faire ce qu'il veut et de partir voilà, sans rien craindre? Non plus, parce que je pense qu'on ne peut pas brider... C'est-à-dire, je vise comme ça la révision des statuts et de l'efficacité de la haute Cour de justice qui, pour le moment, ne sert à rien, elle est littéralement impotente. Oui. Non, mais même dans ce cas, je ne suis pas convaincu parce qu'on ne peut pas de la sorte brider le peuple souverain. Le principe du peuple, c'est qu'il peut faire ce qu'il veut. Et il peut se donner des dirigeants au moins 2 fois s'il souhaite. Mais en même temps, il faut attendre la fin d'un mandat si on doit s'inscrire dans cette perspective. Mais bien sûr. Et donc pendant ce temps, on subit. Non, on ne subit pas puisque c'est le mécanisme démocratique. Et ensuite, je veux rajouter, si vous voulez mon avis profond pour connaître un peu la jurisprudence de la Cour constitutionnelle du Bénin, et même un peu davantage qu'un petit peu, je ne crois pas que cette révision se fera. Voilà. C'est mon sentiment. Bon. Puisque quand on regarde... L'avenir nous le dira. Quand on regarde... c'est pas un point de vue idéologique, c'est un point de vue juridique. C'est que quand on regarde la jurisprudence de la Cour constitutionnelle du Bénin, on a des raisons de croire qu'il n'y aura pas de révision constitutionnelle de cette constitution. Parce que les conditions de cette Cour qui exigent que les lois référendaires soient contrôlées en amont, qui exige qu'il y ait un consensus avant toute révision, on se demande qu'est-ce que c'est que le consensus. Ce qui veut dire qu'à mon sens... Ça peut passer par l'Assemblée. Oui, mais ils peuvent nous dire aussi au-delà de la loi référendaire. Ils peuvent aussi nous dire... Oui, mais non, ils disent consensus pour toute révision. Mais la Cour peut nous dire aussi que bien que ce soit passé par l'Assemblée, il n'y a pas eu consensus. Bon, donc la question pose problème. Envisageable. Et pourtant, moi, je pense que cette Constitution doit être révisée. Sinon, pour le reste, il me semble qu'il y a des choses tout à fait intéressantes dans ce rapport et on pourra en discuter davantage si vous le souhaitez. Prince Aboudja, je sens que palpite, même derrière sa sérénité. C'est une question que mon collègue a évoquée qui ne me semble pas juste. Notre Constitution du 11 décembre 1990 n'a pas rendu obligatoire la question de consensus? Non, la question du contrôle du mandat du président, de la responsabilité du mandat du président. Il ne l'a pas fait. Parce que, justement,
la Constitution n'a pas dit qu'il faut forcément renouveler son mandat. Ce qui veut dire que si tu viens pour dire que tu veux le renouvellement n'est pas impératif. N'est pas impératif. Pas donc le peuple... Attendez. Le peuple n'a pas forcément le pouvoir dans la Constitution du 11 décembre de vérifier la responsabilité du président. Non. Par contre, et c'est ça, la Constitution du Bénin a donné la possibilité à d'autres institutions de contrôler l'action du gouvernement qui est dirigée par le président de la République. Et cette fonction-là du contrôle, et je dirais même contrôle permanent de l'action du gouvernement, devrait être assuré par l'Assemblée nationale. Maintenant, si vous avez un système dans lequel l'Assemblée nationale se refuse de jouer ce rôle, on ne peut pas en vouloir à la Constitution. Donc je voudrais qu'on enlève dans la démarche scientifique que nous avons à dire que le contrôle des citoyens est obligatoire pour le président de la République du Bénin. Non. Le président de la République du Bénin peut venir et dire « je ne veux pas faire renouveler un autre mandat ». Et donc le peuple n'a pas la possibilité, si on s'en tient à ce qui a été dit là, de lui contrôler quoi que ce soit. C'est-à-dire, dans un juridisme mécanique, on peut l'entendre, mais en vérité, dans les faits, il n'est pas toujours admis, on le voit, enfin, que le peuple a toujours la possibilité de sanctionner, d'avoir la possibilité, je pèse les mots, de sanctionner objectivement un mandat présidentiel. Puisque mon interlocuteur m'a mais on ne va pas faire un jeu de ping-pong. Non, mais bien sûr, mais simplement pour dire que le peuple n'est pas assujetti à sa constitution. Le peuple n'est pas assujetti à sa constitution. La constitution ne peut pas s'imposer au peuple, puisque c'est le peuple lui-même qui a choisi sa constitution. Et il peut s'en défaire s'il le souhaite. C'est cet aspect des choses qu'il ne faut pas ignorer. La souveraineté du peuple, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'assujettir à une constitution dont on s'est nous-mêmes dotés. Et ensuite, il a tout dit, puisqu'on a des mécanismes inefficaces. Alors, si tant est qu'on veut que le président ne puisse pas faire plusieurs mandats, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de réviser la constitution à cette fin ? Je ne vois pas en quoi c'est indispensable. Alain Orunla, et si on opinait également sur peut-être des points qui, selon les éclairages de Serge Prince Agboudian, étaient aussi importants, mais n'ont pas fait l'objet d'une grande communication. La question de la lutte contre la corruption, qui peut faire l'objet. Le gouvernement précédent avait essayé dans son projet de nous rassurer sur ses intentions, là aussi de consolider la lutte contre la corruption. Et si on en parlait, est-ce que ce n'est pas aussi nécessaire? Bien sûr, mais avant cela, je règle un petit compte personnel. J'étais à Reims, mais je suivais ce qui se passait au Bénin. On ne va pas rentrer dans le compte personnel. Et je voudrais aimablement rappeler que les stars de cette conférence revenaient tous d'exil. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas une évolution. Bien sûr, sous le régime, on dit la différence entre une démocratie et une dictature. La dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours. Je préfère le côté franc de Kérékou qui dit c'est un seul parti et on fait ce que je veux, plutôt que d'un autre dont je ne citerai pas le nom. Alors je vous prends au mot si vous permettez, la démocratie c'est cause toujours. Alors oui. Le président, surfant sur cette réalité où le pouvoir démocratique du peuple en contexte démocratique devient de plus fictionnel, de plus fiction et donne dans notre régime particulièrement une hypertrophie au pouvoir présidentiel et il décide dans ses intentions justement de mettre un coup d'arrêt à cette hypertrophie qui est là, s'inflige à la faveur d'un deuxième mandat. Pourquoi vous déniez à cette démarche, à cette intention Je ne dénie rien toute la du générosité. Tout. Ah non, je ne dénie rien du tout. Chacun, quand on est élu, on fait ce qu'on veut. Le président Yahya fait ce qu'il veut, le président Talon fait ce qu'il veut. Non, mais écoutez, ne m'éloignez pas de l'essentiel. La Constitution telle qu'elle est très claire, les pouvoirs sont limités. Si le président de l'Assemblée refuse de jouer sa partition, ce n'est pas la faute de l'exécutif. La réalité, ce n'est pas les textes, c'est la volonté de les appliquer. Comme disait d'ailleurs Laleye, il n'y a pas de démocratie, il y a des démocrates. Vous avez une démocratie qui est corrompue par l'argent depuis le début. Juste après la conférence, les premières élections, c'est à celle-là qu'on a assisté à une déferlante de milliards. On a parlé d'élections à l'américaine. Moi, je n'ai pas peur de citer les noms. On ne va pas faire Voilà, je veux dire, c'est les acteurs même de cette conférence qui ont ramené les milliards, les cantines, pour faire la campagne. Les députés sont achetés et ils disent qu'il faut payer pour y aller. Donc, tout est pipé, tout est vicié. Alors, comment on met fin à ce contexte de pourrissement et de corruption? Eh bien, il faudrait que l'actuel président de la République, d'abord, et les autres acteurs prennent conscience
nuance. La question de la révision du système partisan, c'est quand même une aberration institutionnelle dans un pays démocratique comme le nôtre. Est-ce que vous êtes d'accord, vous partagez le désir de reconfigurer écoutez, vous les me partis posez la politiques? question, je vous apporte des réponses, mais vous n'êtes Non, pas vous n'avez pas d'accord. opiné sur cette question de La réforme du système système, mais partisan. quelle est la principale difficulté du système partisan? C'est encore l'argent et le clientélisme. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a des gens qui savent réfléchir dans ce pays, mais c'est le patriotisme qui manque, c'est la conviction dans une philosophie ou dans une orientation qui manque. Par rapport à ce que dit mon confrère, je ne sais pas. Nous avons entendu tout à l'heure le bilan qui a été fait. Nous voulons, à l'écouter, une chose et son contraire. Je trouve que ça va être difficile. Parce que ici, j'ai entendu qu'il y a malgouvernance, mauvaise gouvernance, impunité, qu'il n'y a pas de parti politique véritablement qui fonctionne et que le système n'est vraiment pas, ce n'est pas démocratique. C'est mon point de vue, moi aussi. Mais je retiens encore autre chose. Notre aîné, le professeur Akines, il disait tout à l'heure, avant la conférence et avant la Constitution, l'histoire politique contemporaine de notre pays n'est pas suffisamment cernée pour comprendre les conséquences subséquentes à cette Constitution. En vérité, elle ne peut pas être appliquée correctement en l'état. Elle est inadaptée, c'est ça? Elle est inadaptée. Et donc, nous sommes versés dans un mimétisme besoin de la béat. Il faut toiletter. nécessairement, si nous voulons corriger les déviations que nous constatons, nous sommes obligés de corriger cela. Très Et bien. moi, je ne comprends pas que pendant que les présidents qui ont précédé avaient eu des velléités de conserver le pouvoir, il y a quelqu'un qui dit, écoutez, moi, je veux réduire le délai. Et que le mécanisme existe, il est là, les articles 154 à 156. Et puis on dit que ce n'est pas possible. Moi, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Et je crois que si nous aimons notre pays, si nous aimons les populations, nous voulons vraiment améliorer leurs conditions de vie, c'est ce qu'il faut faire pour limiter les dégâts. C'est ce qu'il faut faire apparemment, au moins sur la question de la révision du système partisan. Même les acteurs politiques eux-mêmes, apparemment, sont sur la même longueur d'onde que le président, l'initiateur du projet de révision. On va à la régie pour les écouter. Ils sont un certain nombre qui se sont prononcés sur cette question-là. Les différentes réformes initiées, qui sont dans le pipeline initié par le gouvernement actuel, par le président Talon, qui tendent à réformer profondément le système partisan dans notre pays, devraient rendre moins âpres, moins ethnicisés les combats électoraux. Lorsque nous aurons de grands ensembles politiques, comme l'ambitionne le chef de l'État, peut-être qu'on aura 4 grands partis, 5 grands partis. Même si on avait 10 grands partis, ce serait toujours mieux que les 200 et quelques que nous avons aujourd'hui, où chacun essaie d'être le roi de lait de sa région natale. Le Bénin aujourd'hui est un des pays au monde où les élections coûtent le plus cher. La réforme du système partisan, notamment par le financement public des partis politiques. Dès lors que ce sont des partis nationaux qui ont des élus dans toutes nos contrées, d'accord, cela va permettre de ne plus considérer un parti comme le patrimoine d'un individu. Le système partisan, je pense que le président Talon a très bien vu. Et la plupart des responsables des partis politiques au Bénin, même si on ne le dit pas, nous savons que nous sommes essoufflés par la gestion financière des partis politiques. Quand vous avez entre 200 et 300 partis, vous voulez aller où avec cela? Pour nous, Mouvement Espoir du Bénin, nous avons dit qu'il faut faire ces réformes et aller vers 4-5 partis maximum pour le Bénin. Moi, je pense qu'il faut définir des courants. Le Mouvement Espoir du Bénin, après avoir regardé les avantages et les convénients de la position des uns et des autres, nous nous sommes dit au Mouvement Espoir du Bénin que ce qu'il faut pour nous, c'est de nous déclarer parti centriste. Le président de la République ne pourrait pas être mieux inspiré parce que depuis la conférence nationale, c'est à cause de cette question non résolue
que les politiques n'arrivent jamais à contrôler le pouvoir, ce qui n'est pas normal. La réforme du système partisan va nous aider à y arriver. On pense, il faut le dire honnêtement, qu'aujourd'hui, pour gagner sa vie, il faut être dans la politique, il faut créer son parti pour être influent. Le système lui-même va générer la configuration. Je ne vois pas plus de 4. Si le financement des partis doit tenir compte des résultats sur le terrain, à savoir des élus communaux, des élus nationaux, des élus locaux, je peux vous le dire, tient bon. Et mieux, cette alliance, le bureau politique a décidé d'en faire un parti. Les acteurs politiques se prononcent, ils applaudissent le projet de révision constitutionnelle, au moins sur le champ de la révision concernant le système partisan. Maître Alain considère que ce n'est pas la bonne thérapie. Quelle est votre thérapie que vous préconisez et quels sont les autres points qui vous paraissent les plus pertinents sur lesquels on devrait articuler une révision constitutionnelle au besoin? Ou qu'est-ce qu'il faut faire pour consolider notre édifice démocratique? Je vais vous convier à un esprit de synthèse. Je vous en sais capable, aussi brillant que sont vos esprits. Mais vous êtes bien gentil. C'est une question d'état d'esprit. Parce que, comme je dis, vous pouvez avoir les meilleures institutions. Quand vous n'avez pas les bons hommes, ça foire. Et vous pouvez avoir de très mauvaises institutions. Quand les hommes sont volontaristes, on y va. C'est les méthodes que je critique, c'est les motivations. Je ne dis pas qu'il ne faut pas toiletter, qu'il ne faut pas réviser. Et je dis, puisque nous avons fait l'option du libéralisme, eh bien, on limite le nombre des partis, bientôt on limitera le nombre d'idées. Ça veut dire qu'on revient en arrière. Celui qui limite les partis, il n'a pas évolué par rapport à celui qui a dit que c'est le parti unique. Moi, je pense que si le jeu est bien joué, les partis vont s'auto-réguler. Les vrais partis se démarqueront des autres qui mourront de leur propre mort. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est la réflexion, c'est la concertation, c'est l'analyse en profondeur, c'est le consensus, c'est la méthode. Rien de plus. Maître Luc Martin. Mais comme le temps est vraiment court, s'agissant même de ces partis, pour arriver là, il faut financer partiellement les partis politiques. Et exiger, par exemple, moi j'ai proposé que si un parti doit exister, il ait au moins 5 députés à l'Assemblée. Et que, mieux encore, il donne la preuve qu'il y a un programme de formation de ces militants sur le contenu de la Constitution, sur les droits et devoirs du citoyen, pour montrer qu'effectivement, il fait du civisme. Sans cela, nous aurons du mal à gérer la question des partis, du système partisan. Mais au-delà du système partisan, ça préoccupe beaucoup plus les politiques. C'est vrai que c'est un élément fondamental de la démocratie, mais c'est à l'aune plutôt de la justice que la démocratie fonctionne. C'est sur ce terrain que moi je pense qu'il faut redonner à la justice ses lettres de noblesse. Merci infiniment. C'est ça la vérité. Oui, sur deux options. Qu'est-ce que je pense du système partisan et quelles sont les innovations qu'il faut apporter? Première chose, ça me surprend toujours que les hommes politiques continuent de nous dire qu'il y a 200 partis. J'ai entendu Osias dire ça. Au-delà? Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas 200 partis. Le problème du Bénin, ce n'est jamais les tests en réalité. C'est l'application des tests. Et sur cette question précise, je vais vous indiquer quelques dispositions. Vous savez, dans la charte des partis politiques, la loi de 2003, il est dit à l'article 7 que tout parti politique perd son statut juridique s'il ne présente pas seul ou en alliance de candidats à 2 élections législatives consécutives. À 2 élections législatives consécutives. Dès qu'on applique cela, vous savez qu'on a plus de 200 partis. Beaucoup de partis sont éliminés. Bon. Mais vous... Et c'est dans cette disposition, dans cette disposition, nous allons plus loin. Vous lirez aussi à l'article 36 de cette même charte que les partis politiques doivent tenir une comptabilité. Et l'article 37 ajoute que ces comptes doivent être déposés à la Chambre des comptes de la Cour suprême. Mais combien de partis le font? Personne. Donc, dans ce débat-là, j'ai lu dans le rapport de la commission, justement, sur cette question. Si vous avez le rapport, surtout à l'annexe 18, à la page 3,
vous constaterez que le rapport dit, en fait, le problème que nous avons, ce n'est pas encore une révision délimiter les partis politiques. C'est d'abord mettre en application la charte que nous avons, l'actualiser, le mettre en règle avec la loi. Donc ça, c'est le premier niveau de réflexion. Deuxième niveau de réflexion, la lutte contre la corruption. Ça m'intéresse, je me dis, ça me tarauge. Si on ne fait pas la réforme constitutionnelle, je me dis que le pays va exploser. Ce pays va exploser parce que c'est inacceptable qu'à côté de vous, les gens, j'explique, volent les deniers publics et qu'ils soient des champions. À un moment donné, en tout cas les jeunes ne vont pas accepter cela. Donc il faut aller dans la réforme à ce niveau-là. Et qu'est-ce que je lis? Responsabilité des membres du gouvernement devant le tribunal. Droit commun. Ils ne sont même pas élus, les ministres. Ce monsieur-là s'impose à nous et on ne peut pas le juger parce que lui, il est hors. Il faut régler cela. Deuxième chose, il faut décoincer la haute cour de justice. Ça, c'est des réformes importantes à faire. Mais ce que je dis à ces politiques-là, mais ils se trompent. Parce qu'il y a une loi de 2011 qui est passée entre-temps et qui a dit, dans l'une de ces dispositions, je pense bien l'article 7, qui dit que les crimes économiques sont imprescriptibles. Ce qui veut dire que s'ils le font aujourd'hui, on va les prendre. Et je terminerai par une nécessaire réforme à ajouter et qui n'est peut-être pas dans le rapport. Parce que, si vous voyez, les questions de liberté publique qui me sont fondamentales, en tout cas à moi, vous verrez que la réforme n'a rien dit d'autre que de dire à la RAC, il faut que son président soit élu par ses pairs. Mais la réforme n'est pas là. Parce que je constate, 27 ans après, que dans mon pays ici, qu'il y a des télévisions que je ne peux capter qu'au Togo. C'est-à-dire que l'émission se fait peut-être au Bénin, tous les autres du monde entier le voient, et mais moi au Bénin, on me l'empêche. Et donc pour aller voir cette télévision, 27 ans après notre démocratie, je vous dis, je suis obligé d'aller vers le Togo, à la frontière, pour allumer, pour voir cette télévision. Voilà ce qu'il faut faire. Alors même que la Constitution n'a jamais donné ce pouvoir-là à la RAC. Si tu fais mal, tu vas devant les juridictions. Si tu parles sur une télévision pour insulter quelqu'un, mais tu réponds. Voilà un peu globalement. Merci pour votre plaidoyer, votre cri du cœur. En même temps, Prince Agbodian, on va finir ce plateau par le mot vraiment des plus jeunes. D'accord, merci Oziassou. Je crois que nous sommes tous d'accord autour de ce plateau pour dire qu'on est attaché aux libertés, que c'est l'une des choses que la Constitution de 90 et la conférence très bien réussi, juridiction s'en assure très bien, et au premier chef, la Cour constitutionnelle. Pour en revenir sur la question des partis politiques, je ne suis pas convaincu, et je pense que ça peut être contre-productif de limiter le nombre de partis par une loi. Je ne suis pas persuadé. Le fait de mettre qu'il y aura un certain nombre de partis dans une norme n'empêchera pas la prolifération des partis, n'empêchera pas les hommes de trouver des moyens détournés pour entretenir la chose. Alors, même aller jusqu'à imaginer qu'on impose le nom des partis, pourquoi alors ne pas créer par républicain démocrate, pourrait ne pas créer des partis artisans, des partis vaudous, des partis émidiants, enfin peu importe. Donc, il me semble que ça pourrait être contre-productif. Pour moi, la vraie piste potentiellement productive, c'est celle que la commission de Diogbenou a indiquée, c'est financer le parti politique. Financer les partis politiques, trouver des critères, c'est bien. Mais il y a une chose en revanche qui me semble fondamentale et dont on parle peu, ou alors que personne ne relève, c'est contrôler les comptes de campagne. Ça doit être la mesure qui doit arriver a posteriori. On finance d'une main, mais on contrôle de l'autre. C'est-à-dire qu'on plafonne ce qu'un candidat peut être autorisé à dépenser au cours d'une campagne. Et on crée une institution, si on ne veut pas la confier à la Cour constitutionnelle, on crée une institution qui sera là et qui aura des pouvoirs pour invalider les comptes de campagne, demander le remboursement. Pourquoi ne pas envisager, prononcer à déchéance des personnes qui ont violé les comptes de campagne? Parce que si on finance d'une main et qu'on ne contrôle pas de l'autre, ça n'aura aucun sens. Il faut financer tout en contrôlant. Il faut financer a priori tout en contrôlant a posteriori. Merci beaucoup pour cet exercice. Merci de recevoir ici ce plateau pour la conclusion finale. Mesmin, Adisso et Abiatou Marou qui vont ensemble avec moi conclure ce plateau qui a commencé par l'exploration des fondements de la conférence nationale. On a revisité certaines
coulisses qui ont rendu possible les grands succès, les grands actes de cette conférence nationale. On en a fait également le bilan critique des grands acquis. On a fini par des projections sur l'avenir pour voir dans quelle mesure consolider les bases de cette démocratie à l'aune du projet de révision constitutionnelle. C'est ensemble avec Mesmer Adissou, comme je l'ai annoncé, Abiatou Marou, que je vous remercie de nous avoir suivis dans ce long parcours au bout de ce devoir mémoriel. Et à très vite sur la télévision nationale. Merci beaucoup. La conférence nationale.